Bonjour Antoine Léaumont, vous êtes député La France Insoumise de l'Essonne. Nous allons commencer par Israël qui annonce avoir tué 3 otages par erreur. Que vous inspire cette erreur? De la tristesse, de la souffrance et je crois que c'est un drame de plus dans cette abominable guerre. Je veux aussi dire ma solidarité avec la famille de Elia Toledano, notre compatriote qui est décédé, cette fois-ci pas tué par l'armée israélienne mais par le Hamas. Et je crois que maintenant il est temps qu'on en arrive à un cessez-le-feu et que ce cessez-le-feu puisse être aussi un moyen de travailler à la libération de ces otages. Comment Israël a pu se retrouver à abattre trois otages? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'Israël n'est pas très vigilant sur les cibles? Je ne sais pas. Je n'ai pas les éléments qui permettent de le dire. En tout cas, ce qu'on sait, compte tenu des éléments qui nous arrivent sur l'ensemble de ce conflit, c'est que Israël a tendance à accepter, disons, qu'il y ait des victimes collatérales, comme ils appellent ça, mais ces victimes collatérales, ce sont des femmes, des enfants. On approche malheureusement de la barre des 20 000 personnes qui ont été tuées. Parmi elles, ce sont 60% de femmes et d'enfants qui se font tuer. Et je ne crois pas que ces 20 000 personnes soient toutes des combattantes du Hamas. En fait, je sais que ce ne sont pas des combattantes du Hamas. On est à près de 2 millions de personnes déplacées. Donc c'est un conflit qui est un véritable drame humanitaire. Et vraiment, il faut que notre pays appelle avec toute sa puissance à un cessez-le-feu, qu'il travaille à ce cessez-le-feu, que nous mettions notre diplomatie au service de ce cessez-le-feu, de la libération des otages, mais de l'arrêt du conflit et d'un processus de paix, parce qu'on voit que plus ce conflit dure dans le temps, plus il y aura de drames. Alors justement, l'appel au cessez-le-feu, les Européens ne sont pas parvenus encore. Les 27, c'était encore hier au Conseil européen, a appelé au cessez-le-feu. L'Europe désunie pèse moins lourd. C'est préjudiciable pour... C'est préjudiciable, mais c'est la même chose au niveau de l'ONU, parce qu'il y avait un travail pour qu'il y ait justement un appel au cessez-le-feu, et c'est l'opposition des États-Unis qui a une fois encore bloqué ce cessez-le-feu, puisque les États-Unis disposent d'un droit de veto. Donc on voit que qu'il s'agisse du niveau européen ou qu'il s'agisse du niveau international autour de l'ONU, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ça. Or, comment vous l'expliquez ça? Mais parce que... On ne peut pas trouver un compromis et une entente sur un sujet parce pareil. que c'est une histoire d'alignement. Certains pays sont littéralement alignés sur le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou. C'est le cas en particulier des États-Unis, mais c'est le cas aussi d'un certain nombre de pays d'Europe qui, s'alignant sur les États-Unis d'Amérique, s'alignent aussi sur le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou. Et c'est un énorme problème parce qu'on voit qu'à l'échelle du monde, eh bien, il y a bien plus de nations qui souhaitent appeler à un cessez-le-feu, qui représentent une part très importante de la population mondiale. En réalité, la majeure partie de la population mondiale qui souhaite qu'il y ait désormais un cessez-le-feu. Là, en l'occurrence, 25 pays sur 27 souhaitaient un cessez-le-feu, 2 ont bloqué. Oui. Mais je suis content que mon pays, la France, aille dans la direction du cessez-le-feu, parce qu'il a fallu beaucoup de temps à Emmanuel Macron pour avoir une parole claire sur le sujet. Il y a même eu un moment où il proposait d'aller faire la guerre au terrorisme aux côtés d'Israël. C'était ça la formule qui était utilisée. Je crois que nous revenons de loin, compte tenu de certaines positions qui ont été exprimées par Emmanuel Macron. Moi, je suis satisfait que mon pays, désormais, appelle à un cessez-le-feu et qu'il développe cette position sur la scène internationale. La crise, après les attaques du Hamas, a divisé la classe politique française, notamment la France Insoumise, qui s'est retrouvée à l'écart, puisque beaucoup d'entre vous ont refusé de parler de groupes terroristes. Hier, Olivier Faure a tweeté, a publié sur le réseau social X: personne ne doit se taire, il ne s'agit pas d'une riposte. Le 7 octobre est devenu un prétexte non seulement pour rendre Gaza invivable, mais pour coloniser la Cisjordanie. Il pointe Israël et la méthode d'Israël aujourd'hui, qui prendrait le 7 octobre pour un prétexte pour coloniser un peu plus. Je crois que ce qu'Olivier Faure voulait dire, c'était que c'était un nouveau point de départ pour accélérer. Mais je vois que Olivier Faure, pour ce mot malheureux peut-être, a subi a été ingonie d'injures sur les réseaux sociaux et sur les médias et par un certain nombre de politiques. Mais je vois que quand on porte une parole qui est la défense du peuple palestinien dans cette guerre, c'est-à-dire que on ne met pas sur le même plan le Hamas et le peuple palestinien qui subit la vengeance quelque part d'Israël. Quand on fait ça, quel que soit le parti politique, il n'y a pas besoin d'être de gauche, on se prend une pluie d'injures. Vous avez vu peut-être que Dominique de Villepin, lui aussi, a le droit à des injures
pour avoir dit à peu près la même chose que nous, à savoir que simplement une vie palestinienne et une vie israélienne se vaillent et que d'un côté comme de l'autre, il ne doit pas y avoir de mort et que donc on doit aller vers un cessez-le-feu pour que ces massacres s'arrêtent. Mais comment vous l'expliquez, cette réaction épidermique? Je pense qu'il y a... On pourrait qualifier d'épidermique. Oui, mais je pense qu'il y a une forme justement d'habitude à suivre la ligne des États-Unis d'Amérique. Et comme les États-Unis d'Amérique s'alignent sur le gouvernement d'Israël, vous savez, la manière en France de présenter les choses sur les questions géopolitiques est toujours très orientée. Et d'une certaine manière, on a l'impression qu'on tolère auprès de M. Netanyahou des choses qu'on ne tolérait pas auprès de M. Poutine. Nous, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons appelé par la voix de Jean-Luc Mélenchon dans un meeting à Rennes à ce qu'il y ait des sanctions économiques qui soient prises contre le gouvernement de M. Netanyahou. On a vu que les sanctions économiques étaient utilisées contre le gouvernement de M. Poutine par des responsables politiques du gouvernement de M. Poutine. Eh bien, nous souhaitons que la même chose soit appliquée au gouvernement de M. Netanyahou parce que, disons, en utilisant ces sanctions-là, c'est une manière de faire pression sur le gouvernement d'Israël pour arriver à un cessez-le-feu. On va en revenir à des questions plus intérieures, plus franco-françaises. Lundi, à l'Assemblée nationale, lundi dernier, l'Alliance des opposés à l'Assemblée est parvenue à rejeter le texte immigration et ouvrir une crise dans la majorité. Mais maintenant, la gauche paraît bien démunie pour peser. Comment va faire André Torigna? Quel poids va-t-elle peser, André Torigna? C'est la députée LFI qui va siéger à la commission mixte paritaire lundi. Déjà, je m'amuse quand même de la situation. Nous avons obtenu, nous, la gauche, une brillante victoire en battant Gérald Darmanin sur ce texte. Et vous avez voté avec le RN? Non, c'est le RN qui a voté la motion de censure de mon collègue Benjamin Lucas du groupe Les Écologistes. Donc c'est le RN qui a voté une motion de censure de la gauche, mais une motion de rejet préalable de la gauche. Mais une motion de rejet préalable ne dit pas que le RN est d'accord avec nous sur ce point. Je tiens à le signaler. Le RN alliance de circonstances des opposés. Mais le RN et LR trouvent que le texte n'est pas assez dur. Nous trouvons qu'il est contre-républicain et contraire aux valeurs de l'humanisme que nous défendons pour notre part. Donc ce ne sont pas les mêmes raisons qui nous poussent à faire cela. Mais aujourd'hui, vous allez peut-être vous retrouver avec un texte à droite, marqué à droite. Ce qui m'amuse, à la CMP, seul André Torigna, la France Insoumise, va siéger et que les négociations avec Madame Borne ne se font qu'avec LR. Bien sûr, mais je m'amuse beaucoup du fait qu'un certain nombre de nos adversaires essayent de transformer une victoire en défaite. Que se serait-il passé si le texte avait été adopté à l'Assemblée nationale? Il y aurait eu une CMP dans exactement le même cadre et les mêmes termes. Donc il y aurait eu exactement la même situation. Que s'est-il passé en adoptant la motion de rejet? Petit 1, nous nous sommes évité 2 semaines de débats racistes à l'Assemblée nationale où LR et le Rassemblement national tenaient des propos contre les immigrés qui étaient des propos absolument honteux. Donc déjà, petit 1, nous avons économisé au pays 2 semaines de débats racistes. Et puis ensuite, petit 2, nous avons infligé une défaite politique à Gérald Darmanin, ministre de M. Macron, et désormais la crise est dans la majorité. C'est au gouvernement de se débrouiller avec ce texte qui ne sert à rien. C'est ça la grande victoire? Ah mais c'est une grande victoire de mettre une défaite à M. Darmanin. Oui, je pense que beaucoup de gens qui se sont pris des coups de matraque dans les manifestations contre la réforme des retraites sont très contents du fait que nous ayons infligé une défaite politique à M. Darmanin. Si le texte ne passe pas, le président a dit il n'y aura pas de texte. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, ce texte ne sert à rien. Il ne règle ni les questions de l'accueil, qui sont les questions qui font défaut aujourd'hui, ni les questions même, et je tiens à le dire sur votre plateau, des causes réelles de l'immigration. Parce qu'on ne part pas de son pays par plaisir, c'est une souffrance l'exil. Et les causes sont d'abord économique et politique. Il faut parler du capitalisme, de l'impérialisme dans un certain nombre de pays d'Afrique. Et la majorité aujourd'hui qui négocie, Madame Borne qui reçoit à 3 reprises encore dimanche prochain, encore demain, bon courage. Les Républicains pour négocier. Bon courage à Madame Borne pour essayer de mettre d'accord sa majorité sur un texte d'extrême droite. La majorité se fourvoie? Oui, la majorité se fourvoie totalement. Mais vous savez, le MoDem est un parti, normalement, qui vient des chrétiens démocrates. Eh ben, ils devraient écouter le message du pape, ces gens-là. Le pape dit qu'il ne faut pas adopter un texte, enfin, il ne parle pas du texte précisément, mais il dit que sur les questions d'immigration, il faut enfin avoir une politique qui soit humaniste et d'accueil digne, notamment en raison du changement climatique qui va provoquer une augmentation de l'immigration. Si on ne traite pas maintenant correctement et humainement ces questions, on aura dans quelques années des problèmes qui seront considérables parce qu'on n'aura pas pris les bonnes décisions sur ce sujet-là. Je pense que sur ce sujet, il faut être français, c'est-à-dire républicain et humaniste et traiter correctement les gens parce que nous sommes le pays des droits de l'homme et du citoyen, pas le pays des barbelés et de la mer pour cimetière. Donc nous allons attendre lundi la commission mixte paritaire, voir déjà s'ils arrivent à se mettre d'accord. On verra, mais merci monsieur. Peut-être qu'avec un peu de chance, ils ne se mettront pas d'accord et que ce texte sera parti avant les vacances. Merci monsieur Léaumont d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.